Cet homme discret est un tueur professionnel, doté de nombreuses compétences pour tuer. Les gens qui l'entourent ne se rendent pas compte du danger qu'il représente. Il a dû apprendre des techniques qui l'aideront à accomplir sa mission, à trouver ses cibles et à les tuer sans pitié. Tout commence lorsqu'un couple emmène son fils, Chris, dans un institut pour enfants autistes dans l'espoir d'obtenir des conseils sur la manière de faire face à sa maladie. Ils expliquent que le père travaille dans l'armée, ce qui les oblige à se déplacer souvent, et que leur fils a du mal à s'adapter à l'école. Le directeur de l'école pour enfants autistes propose aux parents d'héberger Chris dans ses locaux, ce qui ne plaît pas au père de l'enfant. Cependant, le directeur explique que le garçon n'a pas besoin d'être tenu à l'écart des choses qui le mettent en colère, mais qu'il faut lui apprendre à les gérer, car c'est ainsi que le monde fonctionne. Nous voyons que, dans une pièce voisine, le petit Chris est en train de reconstituer un puzzle. S'apercevant qu'il manque une dernière pièce, il commence à accélérer et à s'inquiéter. Heureusement, une personne trouve la pièce manquante et la lui donne pour qu'il puisse terminer sa tâche. Plusieurs années passent, et Christian Wolf a réussi à devenir l'un des comptables les plus prospères et les plus acclamés du pays. Il enseigne à ses clients toutes les façons de remplir leur déclaration d'impôt et la meilleure façon d'économiser de l'argent. Un couple qu'il a aidé, lui, est très reconnaissant, au point que l'homme l'invite à son stand de tir. D'autre part, le directeur du Trésor américain, Ray King, appelle une femme dans son bureau. Il s'agit de Maribeth Medina. Il veut lui parler de quelque chose d'important. Il sait tout ce qu'elle a accompli, ce qui l'amène à lui demander pourquoi elle n'a pas changé de département pour faire des choses plus importantes. Elle répond qu'elle aime être analyste. Il lui montre alors les dossiers d'arrestation de sa jeunesse et lui dit qu'il est illégal de mentir sur une demande d'emploi fédérale. Le patron lui dit que si elle veut garder son emploi, elle doit travailler sur un projet spécial pour lui. Il lui remet quelques photos et l'informe qu'il existe un homme, connu sous le nom de « le comptable », qui gère l'argent de divers truands et qui prend également la vie de ceux qui interfèrent avec ses affaires. King demande à la jeune fille de découvrir son identité avant la fin du mois, faute de quoi elle perdra son emploi. Nous voyons que Chris, après sa journée de travail, rentre chez lui pour se reposer et avant de s'endormir, il allume quelques lumières, écoute de la musique rock et se masse fortement le mollet avec un bâton en bois. Il commence à avoir des flashbacks de l'époque où sa mère a quitté la famille Emmanuel. Le lendemain, il se rend au stand de tir où son client l'a invité. L'homme est très surpris de voir à quel point il est doué avec un fusil. Le comptable se rend ensuite dans un entrepôt où il possède plusieurs œuvres d'art, de l'argent provenant de différentes parties du monde et un grand nombre d'armes à feu. Il rentre ensuite chez lui, s'allonge sur son lit et a des flashbacks de son séjour en prison. Il y a rencontré un vieil homme qui lui a enseigné diverses techniques, ainsi que son métier, qui consiste à manipuler l'argent de dangereux criminels. Le souvenir est interrompu par la sonnerie du téléphone. Lorsqu'il décroche, une femme lui parle et lui dit qu'il devrait être prudent, car les gens au travail commencent à se méfier de lui et de sa véritable identité. Elle lui recommande donc d'avoir des clients réguliers et, le lendemain, il se rend à une réunion dans une entreprise de prothèses robotiques. Ils lui disent que leur comptable a découvert que quelqu'un au sein de l'entreprise leur a volé de l'argent et qu'ils veulent que Chris s'occupe de cette personne. Il leur remet une enveloppe et leur dit qu'il commencera à travailler demain matin. Pendant ce temps, Maribeth examine les images de sa cible. Incapable de voir correctement le visage, elle recadre sa photo et l'envoie au service de cartographie pour analyse. Ailleurs, un homme nommé Brax monte dans une voiture pour parler à un employé de l'entreprise de prothèses robotiques. Il lui explique qu'il doit cesser de voler l'argent de l'entreprise, car les patrons ont des soupçons et ont engagé quelqu'un pour enquêter. L'homme effrayé tente de convaincre Brax, mais ce dernier le gifle et lui dit d'arrêter de s'inquiéter. Quelques heures plus tard, Chris se rend à une réunion dans l'entreprise et remarque qu'il n'y a personne, à l'exception d'une fille endormie. Il va la réveiller et elle se présente. Il s'agit de Dana Cumming, la comptable de l'entreprise qui a remarqué le manque d'argent. Elle lui dit qu'elle a été désignée pour travailler avec lui, ce à quoi il répond qu'il préfère travailler seul. La jeune fille repart donc un peu blessée. Lors d'une conférence de presse, Maribeth reçoit un appel de la Sécurité nationale qui lui révèle qu'ils ont les résultats de l'image qu'elle a envoyée. Ils lui disent qu'il existe un enregistrement du visage de l'homme, juste avant qu'un de ses proches ne meure, et il le lui envoie. Pendant le déjeuner, Dana s'assoit près de Chris. Elle réussit à s'ouvrir un peu plus à Chris et lui parle de son père, et du fait que c'est à cause de lui qu'elle voulait devenir comptable. Après le déjeuner, Chris retourne travailler dans la salle de conférence. Il effectue divers calculs mathématiques qui inondent la salle. Il travaille tard, mais son travail commence à porter ses fruits.
Marie-Beth, quant à elle, écoute l'enregistrement en boucle. Elle parvient à isoler la voix de sa cible et l'écoute en fredonnant pour elle-même. Le lendemain, Dana va voir Chris, qui lui montre tous les progrès qu'il a réalisés. Il l'informe qu'à un moment donné, il y a eu une fuite d'argent. Il a identifié la fuite et s'est rendu compte que quelqu'un envoyait de l'argent à une société qui n'existait pas. L'une des actionnaires l'interrompt et lui demande les résultats. Il lui répond qu'il n'a pas encore trouvé le coupable, qu'il a besoin d'un peu plus de temps avant d'être sûr de qui il s'agit. Au milieu de la nuit, Brax se présente chez l'un des actionnaires de la société. Il lui ordonne de trouver de l'insuline dans le réfrigérateur et de se l'injecter afin de faire passer sa mort pour un suicide et de permettre à sa femme de toucher l'assurance vie. Il peut aussi le faire à l'ancienne et le combattre, mais s'il le fait, il les tuera, lui et sa femme. N'ayant guère le choix, l'homme décide de prendre l'insuline et de se l'injecter. Le lendemain, Chris se rend dans la salle de conférence et constate que les employés de service sont en train de nettoyer leur travail. Il est très contrarié, mais c'est alors que le propriétaire de l'entreprise apparaît et lui apprend qu'un de ses actionnaires s'est suicidé la nuit dernière et que c'est lui qui a détourné l'argent de l'entreprise. Il paie Chris pour ses services et lui demande de partir. Le comptable est très contrarié car il n'a pas trouvé le coupable. Dana tente de le calmer, mais en vain. Lorsqu'il rentre chez lui, Chris a une séance intense de rock, de lumière et de coups avec un bâton en bois. Le lendemain matin, il se rend au stand de tir, mais des hommes le suivent. Alors qu'il prépare ses cibles, il se souvient de l'entraînement qu'il a dû suivre avec son frère et son professeur d'arts martiaux. C'était dur, et son père était impitoyable, mais il a fini par apprendre à se défendre. Pendant ce temps, les hommes qui les suivaient parviennent à entrer dans la maison et à prendre le couple en otage. Ils menacent la femme pour attirer Chris, mais celui-ci se rend compte qu'elle est menacée et parvient à tirer sur le bras du ravisseur. Et à le maîtriser pour qu'il lui dise qui l'a envoyé. L'homme ne sait pas de qui il s'agit. Il a juste reçu l'ordre de les tuer, lui et Dana. Sachant cela, il se précipite vers Dana. Elle se rend à son appartement et ne se rend pas compte que des hommes la suivent. Lorsqu'elle ouvre la porte, ils font irruption et tentent de l'attraper. Heureusement, elle parvient à se défendre et à s'enfermer dans la salle de bain. Chris arrive pour la sauver et assomme les intrus. Il sort Dana de la salle de bain et l'emmène en sécurité dans son entrepôt. Il monte dans une camionnette et lui dit d'attendre à l'extérieur, mais elle l'ignore et entre à l'intérieur. Voyant tant d'armes, elle lui pose des questions à leur sujet, mais il ne peut pas lui donner une réponse claire. Pendant ce temps, Marie-Beth reçoit un appel de son agence, où on lui dit que l'audio qu'elle a envoyé pourrait provenir d'une personne qui a subi des abus dans son enfance, ou qui souffre d'un trouble neurologique, de sorte que lorsqu'elle se sent stressée, elle fredonne une chanson pour ne pas se sentir en dehors de son monde. Elle prend cette information et s'adresse à l'un de ses collègues pour qu'il la mette en relation avec une personne qui correspond à ce trouble et qui dispose également d'un revenu financier important. La comptable emmène son amie dans un hôtel pour la mettre en sécurité. Elle l'interroge sur ses talents de combattant et il lui répond que son père était militaire et qu'il l'a entraîné à se défendre contre les brutes. Il lui dit aussi qu'il est autiste et qu'il a du mal à communiquer avec les autres. Elle s'identifie un peu à lui. Ils s'ouvrent l'un à l'autre et partagent un grand moment. Mais lorsqu'elle s'approche de lui pour l'embrasser, il a une révélation et se lève. Il se rend compte que quelqu'un a pris l'argent de la société pour le réinvestir et faire encore plus de profit. Quelque temps plus tard, Chris rencontre Brax et décide de le suivre. Brax le remarque et lui tire dessus pour s'enfuir. Le comptable le suit et se retrouve dans un hôtel où il constate que l'une des actionnaires de la société de robotique est morte. Brax lui a ôté la vie. Pendant ce temps, Marie-Beth enquête sur sa cible. Il découvre que cette personne travaille comme comptable pour une petite entreprise et qu'elle possède une petite entreprise qui manipule de l'argent liquide et l'utilise comme couverture pour manipuler de l'argent pour divers criminels. En outre, elle ne dépense que peu d'argent pour sauver les apparences. Forte de ses preuves, elle va parler à Ray King. Il lui apprend que la majeure partie de l'argent gagné par Chris est reversé à des organisations spécialisées dans les neurosciences. Nous revenons à Chris qui voit Dana allongée sur le canapé. Il sait qu'il est dangereux de l'emmener avec lui, alors il lui laisse une lettre. Il prend ses affaires et s'en va. Marie-Beth, avec son groupe d'enquêteurs, pénètre dans la maison de Chris et découvre les étranges habitudes de ce dernier. Il trouve également plusieurs armes non enregistrées et un système de sécurité avancé.
Pendant ce temps, Brax réussit à se faire engager par le propriétaire de l'entreprise de robotique pour installer des caméras de sécurité sur le site. Quelques heures plus tard, Maribeth et son équipe perdent leur emploi et Brax s'assoit à proximité. Il l'interroge sur son passé, ce à quoi elle répond qu'elle a tenté de tuer un dealer qui vendait de la drogue à sa sœur. Ray lui parle alors de son passé. Il lui raconte qu'il était sur les traces de Chris depuis un certain temps et que lorsqu'il s'est approché, Chris a pointé une arme sur sa tête et lui a demandé s'il était un bon père. Ce à quoi il a répondu qu'il l'était. Cette réponse a suffi à Chris pour lui épargner la vie. Après cela, Ray a essayé de quitter son travail, mais il a reçu un appel d'un Britannique qui l'a convaincu de rester. Il parle également du mentor de Chris en prison, qui a été libéré, torturé et tué par les mêmes criminels que ceux pour lesquels il travaillait. Ils ont compris qu'il était un informateur fédéral. Lorsque Chris a appris la mort de son maître, il s'est évadé de prison et, peu après, a assisté aux funérailles de sa mère. Son père était présent, mais lorsqu'on lui a demandé de partir, il a paniqué et renversé un officier. Quelqu'un a alors saisi l'occasion pour tirer sur Chris afin de le tuer, mais son père s'en est rendu compte et s'est interposé devant la balle pour protéger son fils, mourant sur le coup. Maribeth demande à Ray pourquoi il lui raconte tout cela. Il lui répond qu'il veut que ce soit elle qui réponde au téléphone aux Britanniques lorsqu'il prendra sa retraite dans 7 mois. Le téléphone sonne et elle répond. Au bout du fil, la Britannique lui donne des conseils sur l'entreprise de robotique. D'autre part, nous voyons que Chris s'est préparé aux abords de la propriété du propriétaire de l'entreprise. Brax est avec eux et envoie ses hommes pour le tuer. Mais il prend son fusil et les élimine tous, sauf un, qu'il interroge pour connaître l'agencement de la maison. Bien que blessé à plusieurs reprises, le comptable parvient à abattre proprement plusieurs hommes et à se faufiler dans la maison. Grâce aux caméras, Brax parvient à identifier l'intrus et réalise qu'il s'agit de son frère, celui avec qui il a vécu enfant et passé de nombreuses épreuves à ses côtés. Il ordonne rapidement à ses hommes de s'arrêter et quitte son poste sur les caméras pour le rejoindre. Brax le retrouve et est d'abord en colère contre son frère qui n'a pas réussi à le localiser depuis plus de 10 ans. De plus, il s'est rendu aux funérailles de sa mère et n'a pas réussi à sauver son père. Le frère s'en prend à Chris et l'accuse d'être responsable de la mort de leurs parents. Il ne fait rien pour laisser son frère déverser sa colère sur lui, mais au bout de quelques secondes, il riposte et parvient à maîtriser Brax jusqu'à ce qu'il le calme. Les deux frères parviennent à se réconcilier. C'est alors que le propriétaire de l'entreprise apparaît. Il a tout vu grâce aux caméras et ne comprend pas ce qui s'est passé. Il ordonne à Brax de tuer l'intrus, mais Chris lui tire une balle dans la tête. Il s'agit d'un centre de neurosciences, où un couple amène son fils autiste au directeur pour qu'il lui donne des conseils sur la manière de s'en occuper. Nous voyons le garçon faire le tour du centre et rencontrer Justine, la fille du directeur. C'est la même personne qui a aidé Chris avec son puzzle lorsqu'il était enfant. Le directeur leur explique que Justine ne parle pas, mais qu'elle communique à l'aide d'un ordinateur portable de très haute technologie. Lorsqu'elle montre comment elle communique, la voix qui sort de l'ordinateur est similaire à celle de la femme britannique qui aide Chris et Maribeth.